Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Mercato. C'est terminé mais ça a déjà recommencé. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Je parle évidemment des informations Mercato qui circulent sur internet. On va parler de Franck Kessié aujourd'hui puisque la rumeur a pris de l'ampleur ces derniers jours. Alors il y a des sources italiennes évidemment qui sont à l'origine de ce dossier qui a été confirmé en France par Santi Aouna, journaliste pour Foot Mercato qui a, on va dire, fait ses preuves cet été en termes de fiabilité sur le PSG bien évidemment. Franck Kessié qui est en fin de contrat à l'AC Milan en juin 2022, donc il y a des négociations avec son club pour prolonger. Aux dernières nouvelles, il aurait refusé 6,5 millions d'euros par an, il en demande 8 plus 2 de bonus. Selon Santi Aouna, il a refusé très exactement en net 6,8 millions d'euros par an. Et vous l'avez compris, dans ce dossier, le PSG est en embuscade et aurait même déjà passé la seconde. Alors dans plusieurs mesures, d'abord avec le joueur et son agent, en prenant la température, en lui proposant, alors pas de manière officielle, ça c'est pas confirmé, mais l'information dit que le PSG pourrait offrir 9 millions par an net aux joueurs en termes de salaire. Ça va poser deux questions, deux éternelles questions existentielles autour du PSG, on va revenir là-dessus plus tard. Et dans un second temps, Leonardo aurait échangé avec Paolo Maldini pour discuter d'éventuelles négociations en janvier, puisque vous savez tous qu'il est possible de faire signer un pré-contrat aux joueurs en fin de contrat en juin dès janvier, ou tout simplement voilà, négocier avec l'AC Milan pour verser une petite indemnité de transfert. Et dans ces cas-là, c'est-à-dire que tu te mets pas trop le club à dos. Sur le dossier Donnarumma, évidemment que l'AC Milan peut l'avoir mauvaise avec nous. Maintenant, sur le dossier Kessié, si tu leur verses, disons, allez, 5 millions, 7 millions au mois de janvier, histoire de dire, là, voilà, tu es un peu plus en bon terme avec eux et surtout, tu as dialogué, tu as discuté avec eux. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. On va revenir sur son profil un peu plus tard. Premier constat, évidemment, le PSG est garni suffisamment numériquement, bien sûr, au milieu de terrain, avec Rafinha, Danilo, Wijnaldum tout récemment recruté, Herrera, Marco Verratti, le patron, Leandro Paredes, Idrissa Gueye, celui qui pourrait être en fait le titulaire indiscutable, la grosse surprise de la saison dans ce 11, et c'est vraiment au milieu de terrain celui sur qui je mise le plus. Après Marco Verratti, bien évidemment, qui est une valeur sûre lorsqu'il est sur le terrain et en termes de talent, bien évidemment pas en termes de blessures et de régularité, mais pour moi, voilà, au milieu de terrain, la hiérarchie, c'est vraiment Verratti, lorsqu'il est là, Idrissa Gueye, ensuite Leandro Paredes, Ander Herrera qui a fait de belles prestations dernièrement, un bon début de saison, quelques petits aspects de son jeu, notamment les ballons pieds en rupture, là hop, pour trouver une ouverture dans les airs, la connexion avec Kylian Mbappé, ça c'est très bon. Et puis après, bon, je cale Wijnaldum parce que ses débuts sont encore, voilà, il y a quelques réglages à peaufiner, qu'ils soient tactiques en termes d'automatisme avec ses partenaires, ou tout simplement physiquement, parce qu'il est peut-être aussi émoussé. Bref, le PSG qui doit absolument dégraisser en se séparant de Rafinha qui a choisi de rester jusqu'en janvier minimum. Normalement, cet hiver, il devrait partir. On peut aussi penser à Danilo Pereira, Ander Herrera qui a un salaire de titulaire, et ça fait ma transition sur la hiérarchie des salaires au PSG puisqu'il y a pas mal de questions, pas mal d'avis. La communauté est divisée en deux en fait. On va faire un constat sur cette question. Répondez-moi dans l'espace commentaire de quel team vous êtes. D'un côté, tu as ceux qui disent et qui sont voilà, dans une logique purement sportive, la hiérarchie des salaires, il faut absolument travailler dessus. Le PSG doit y travailler, doit dégraisser, virer ceux qui ont un salaire qui ne reflète pas selon la norme leur statut, c'est-à-dire que dans le foot aujourd'hui, quelqu'un qui touche 8 millions d'euros net par an est titulaire indéboulonnable, quoi, titulaire indiscutable dans une équipe. Or au PSG, quelqu'un qui touche 8 millions d'euros par an, c'est un Draxler. C'est un Ander Herrera. Et donc, tu peux te poser des questions sur la logique sportive. Et puis, la plus grosse problématique que cela entraîne, c'est évidemment les ventes. Puisque derrière, tu te retrouves bloqué lorsque tu as besoin de dégraisser. Même si on rappelle qu'au PSG, les besoins de dégraissage ne sont absolument pas une nécessité absolue en termes financiers, en termes de normes et de règlements. Le PSG est dans les règles. Quand on parle de dégraisser, c'est évidemment pour apporter... On en revient toujours à la logique sportive. Cette team fait vraiment partie de ceux qui sont dans une logique ultra sportive, c'est-à-dire virer les gens qui n'ont pas leur place dans cet effectif et puis se donner de la crédibilité au projet. Et ensuite, tu as les autres, ceux qui sont un petit peu moins dans la comptabilité et qui disent « mais on a le Qatar ». Le Qatar, c'est un mode de fonctionnement, un mode de gestion absolument inédit dans l'histoire du foot. Jamais personne n'a géré un club comme ça. C'est très original, évidemment. C'est ce qui fait toute l'identité du Qatar. Et
aussi une partie de la réussite du projet est à mettre évidemment sur le dos de la puissance financière. Donc c'est pas notre argent, voilà, c'est pas nous qui gérons. S'il n'y a pas de problème vis-à-vis du fair play financier, si on ne s'endette pas, ce qui n'est pas le cas au PSG et ce qui ne sera probablement jamais, je vois pas pourquoi voilà, on se permettrait de réduire en fait nos marges de manœuvre lors des négociations, puisqu'en plus on joue en Ligue 1, donc même si on a un projet faramineux, extraordinaire, une équipe qui attire n'importe qui sur la planète foot aujourd'hui, eh bien il faut quand même combler le déficit de la Ligue 1, son exposition et surtout son niveau, par des salaires un petit peu plus gros que si on était en Première Ligue, par exemple. Ces gens-là, voilà, je fais plutôt quand même partie des gens qui sont pour une hiérarchie. Je suis quand même dans cette logique sportive, même si de l'autre côté, il y a un parallèle très intéressant. Avant d'allumer la caméra, j'y ai pensé en fait. Le dossier Kylian Mbappé, tu retrouves ce même clivage. Pourquoi? Parce que d'un côté, tu as ceux qui disent « Mais on est fou, pourquoi on a refusé 180 millions, 200 millions d'euros pour Kylian Mbappé? C'est de la folie pure, on sait très bien qu'il ne va pas prolonger. Du coup, l'année prochaine, en 2022, on va se retrouver comme des cons humiliés avec un des meilleurs joueurs du monde aujourd'hui et sûrement le probable meilleur joueur du monde qui quitte gratuitement le club. C'est n'importe quoi, c'est une gestion catastrophique. » Et les autres qui disent « Mais oui, mais le PSG n'a pas besoin de 180 millions d'euros. » Pourquoi, voilà, courir après 200 millions d'euros? Pourquoi à 5 jours de la fin du mercato se plier au Real Madrid, sachant que voilà, on n'a pas du tout besoin de renflouer les caisses, d'assainir les comptes, et surtout pour investir en fait. Voilà, vous dites oui, mais pourquoi on a refusé 200 millions d'euros? On aurait pu recruter Haaland et tout ça. Mais Haaland, si l'émir il le veut, il l'achète tous les jours. Donc ce clivage, on le retrouve sur le dossier Kylian Mbappé. Alors, sur le dossier Kylian Mbappé, par contre, je fais partie de l'autre partie. Hein. Je fais partie de ceux qui disent quand même que le Qatar n'avait pas besoin de 200 millions d'euros, que le timing était bien trop serré. Si le Real s'était manifesté officiellement dès le mois de juin, comme ça s'était passé à l'été 2019 avec Neymar aussi, même si Neymar lui-même n'avait pas pris la parole publiquement, explicitement, il y avait quand même pas mal de membres de son entourage qui avaient parlé, Nasser Al-Khelaifi aussi. Et puis il y avait des faits, notamment son retard à l'entraînement à la reprise. L'été 2019 de Neymar est comparable en fait avec l'été 2021 de Kylian Mbappé. Pourquoi? Parce qu'en 2019, avec Neymar, dès le début, on savait qu'il voulait partir, c'était très clair. La direction l'était, c'est le plus important. Et le Barça s'est manifesté tôt. Là, il y avait une question de timing et une question de besoin. Le PSG pouvait se permettre de s'éviter 200 millions d'euros du Real Madrid. Donc, voilà. On retrouve ce clivage, je voulais dans une vidéo le mettre. Donc concernant la hiérarchie des salaires, oui, pour moi c'est un premier frein, offrir 9 millions d'euros à Franck Kessié, même s'il a beaucoup de qualités qu'on va énumérer plus tard, et je pense qu'il ferait beaucoup de bien au PSG en cas de dégraissage. 9 millions, ça me paraît un peu trop. Pour moi quand même, je privilégie une politique assez sportive, tout simplement, une politique classique et une hiérarchie des salaires plutôt crédible, on va dire, même si évidemment ça pose aucun problème au club de caler des 9 millions d'euros sur des joueurs. Après, bien sûr qu'on est discrédité, hein, quand on dit le PSG sont des pigeons, ils recrutent des joueurs qui sont payés 8 millions par an, derrière ils sont dans une zone de confort, il n'y a plus de motivation, plus rien, ça en devient des feignasses et tout ça. Bref, je me suis arrêté sur ce petit constat, j'espère 8 minutes 30, putain, quand je parle je débite. On va passer à son profil, bien évidemment, Franck Kessié, milieu ivoirien de 24 ans. Alors dans un premier temps, on note sa polyvalence. C'est un des facteurs les plus recherchés par les clubs aujourd'hui sur le marché des transferts. Personnellement, je ne suis pas économiste, je n'y connais rien au marché des transferts, mais je le mets au même niveau que l'expérience. Pour moi, ce sont les deux facteurs qui sont les plus recherchés et donc, hein, loi de l'offre et la demande, qui sont les plus chers, qui font augmenter les enchères sur le marché des transferts. Aujourd'hui, c'est la petite question de cette vidéo, n'hésitez pas à y répondre en commentaire. Pour vous, quels sont les deux facteurs les plus recherchés par les clubs aujourd'hui? Personnellement, je pense que c'est l'expérience qui fait une grosse partie du CV d'un joueur, et puis la polyvalence, parce que les systèmes ne sont pas figés, il y a de plus en plus d'entraîneurs qui misent voilà, sur une diversité énorme de systèmes, que ce soit à l'échelle d'un match, capable d'avoir une équipe qui est capable, à la mi-temps par exemple, de changer de système complètement, changer de structure, et à l'échelle d'une saison.
tout simplement. Et puis les entraîneurs, on rappelle, qui ne sont que de passage dans un club. Il y a aussi un cas particulier au PSG qui est l'impératif des blessures. Bref, dans tous les cas, un joueur qui est capable de jouer un petit peu partout et surtout dépanner lorsqu'il y a besoin, c'est très recherché. Et surtout au PSG, l'exemple le plus criant, surtout en fait au PSG, alors pour le club c'est évidemment très bien de recruter un joueur polyvalent, mais pour le joueur aussi, hein, être polyvalent, capable de jouer dans différents registres, différentes positions, ça maximise son temps de jeu. Alors c'est un contre-exemple puisqu'aujourd'hui il est parti faute de temps de jeu, mais Pablo Sarabia au début de son aventure parisienne, parce qu'il était capable de jouer un petit peu partout sur la ligne d'attaque, il jouait beaucoup et il était surtout devenu un homme providentiel du PSG. Donc Kessié est assez polyvalent. La première de ses caractéristiques, c'est sa tonicité au duel, son explosivité, le fait qu'il soit athlétiquement très bien, voilà, dans les 1 contre 1, dans l'utilisation du haut de son corps. Et sur ses appuis, il est aussi très bien. Donc défensivement, il gratte pas mal de ballons. C'est une tour de contrôle, on va dire, du milieu de terrain en phase défensive. C'est un joueur qui est capable de jouer milieu défensif, milieu un petit peu plus avancé en tant que relayeur. En termes de registre, il est aussi capable de jouer dans un double pivot. C'est le cas au Milan AC et il fait une doublette assez exceptionnelle avec Ismaël Bennacer. Donc au PSG, on peut l'imaginer dans le 4-2-3-1 de Mauricio Pochettino. Je pense que le joueur avec qui il serait le plus complémentaire aujourd'hui dans l'effectif, c'est tout simplement Marco Verratti. Marco Verratti qui jouerait un cran plus haut, qui serait un peu libéré des phases défensives. Avec Gueye, bon, je pense qu'il y aurait quand même un petit déficit technique et de projection, même si là, tu as quand même Messi et Neymar, qui sont deux des meilleurs créateurs, si ce n'est les 2 meilleurs créateurs au monde, un ballon au pied et tout ça, pour distribuer devant. Avec Paredes, bon, c'est vrai que de l'autre côté, Paredes, c'est un peu particulier, hein. Perso, je parle pas trop de Paredes sur le papier, je préfère voir sur le terrain, parce que c'est un joueur quand même très singulier, c'est difficile d'imaginer des choses avec lui, et puis c'est vrai que son profil, si vous me connaissez, hein, c'est un profil que j'aime pas trop, tout simplement Paredes. Après, avec Wijnaldum, ça peut se travailler, mais Wijnaldum, je le vois un petit peu plus haut sur le terrain en tant que numéro 10 dans le 4-2-3-1 de Pochettino. Donc Franck Kessié, qui est un joueur explosif, alors c'est-à-dire très rapide bien évidemment, qui est capable de contrer des circuits de passe, évidemment chez l'adversaire en transition, qu'elle soit rapide ou à la construction par son activité au milieu de terrain qui consiste à récupérer des ballons, à gratter, à évidemment avoir le plus gros volume de jeu et de course possible. Mais le limiter à ça, ce serait se limiter dans l'analyse, puisque techniquement il est aussi très bon, il est capable de casser les lignes évidemment, de créer du jeu, il est aussi capable de marquer, même s'il y a une grosse partie de ses buts qui ont été marqués sur penalty, donc ça fausse un peu tout ça, puisque si on l'imagine au PSG, bien sûr qu'il ne tirera pas les penalties. Ramos, Neymar, Messi, Mbappé, Di Maria sont devant, bref, on va pas s'éterniser là-dessus. Mais voilà, techniquement c'est vrai que des fois quand il est en manque de lucidité, en manque de confiance, ou alors tout simplement lorsqu'il est fatigué à la fin d'un match, tu peux assister à quelques petites errances techniques, notamment au début de sa carrière, c'était ce qui le caractérisait le plus, ou alors le fait qu'il ne maîtrise pas trop ses interventions, mais dans tous les cas, globalement, c'est un joueur qui est très complet. Alors pour le résumer, il n'a pas de point d'orgue en fait, il excelle pas dans un domaine en particulier, mais un peu partout, il a des qualités, et il sait jouer dans différents registres. Donc voilà pour le profil de Franck Kessié, que personnellement j'apprécie, évidemment un des joueurs les plus importants de cette AC Milan, avec Zlatan, Théo Hernandez, son partenaire Ismaël Bennacer. Et on notera aussi, j'ai oublié je crois, son incroyable régularité. C'est un joueur qui est très fiable. Donc au PSG, évidemment, je prends libre de tout contrat. C'est une opportunité assez folle, même si aujourd'hui, ce n'est pas trop à l'ordre du jour. Perso, je reste sur ma position, même si la rumeur insiste et même si j'en suis venu à allumer la caméra et vous parler de lui pendant 5-7 minutes, eh bien, je pense quand même que voilà, aujourd'hui, les informations ne sont pas forcément fiables dans la mesure où il est en négociation pour prolonger, même s'il a refusé quelques propositions de son club. Je pense que le PSG a été associé dans les médias tout simplement pour faire monter les enchères avec son club. Maintenant, on disait pareil avec Donnarumma en 2020, bien évidemment. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien sûr, il faut un dégraissage avant et 9 millions nets par an, à moins que tu dégraisses vraiment, c'est-à-dire se séparer de Herrera, de Danilo, de Rafinha, et pourquoi pas d'un Paredes ou d'un Gueye, un des deux, et donc tu proposes à Kessié, qui a quand même 24 ans, qui est un joueur assez jeune et qui va surtout arriver dans la fleur de l'âge, c'est ça aussi, le timing est vraiment parfait pour le récupérer libre. Voilà, tu lui proposes une place de titulaire avec beaucoup de minutes par saison et surtout
des matchs cruciaux dans lesquels tu lui assures un rôle et surtout une place dans ton 11, les 9 millions d'euros par an, je trouve qu'elle ne serait pas vraiment justifiée s'il n'arrive rien de tout ça. Voilà, 6 minutes pour mon second rush, ça va faire 14 minutes de vidéo comme d'habitude, je vais m'arrêter. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur l'actualité PSG. Alors pour vous raconter ma vie, j'ai payé 200 € pour une place pour PSG Clermont. J'étais sûr que Lionel Messi allait jouer. J'ai pris une place en plus très bien placée évidemment. Et j'étais aussi hypé par le début de Sergio Ramos, voilà, sous sa nouvelle tunique, parce qu'on parle beaucoup des recrues, mais moi, cet été, après Lionel Messi, c'est vraiment Sergio Ramos, quoi. Ça me fait rêver de voir Sergio Ramos au Parc des Princes, son charisme et ce qu'il dégage, et puis surtout ses qualités en tant que défenseur, bien évidemment. Et finalement, je vais assister à un match avec une attaque composée de Draxler, Hakimi et le petit jeune Garbi. Bon, on va pas cracher sur eux, mais j'aurais préféré voir les Neymar, les Messi, tous les Sud-Américains qui ne seront pas là, à l'exception de Marquinhos peut-être. Mbappé aussi est incertain, tout comme Marco Verratti et puis Sergio Ramos. Rien n'est confirmé concernant ses débuts. Bref, je suis un peu déçu. Tout ça, évidemment, nous ramène à la question des trêves internationales, puisque sachez que les Brésiliens et les Argentins vont jouer leur dernier match vendredi à 1h30 du matin et 2h30 du matin heure française, pour ensuite prendre l'avion et enchaîner avec ce PSG Clermont à 17h qui est carrément impossible pour eux à jouer. Donc voilà, c'est triste, hein. Il y a les organismes des joueurs bien évidemment qui sont à mettre en avant. Pourquoi pas supprimer? Moi je suis pour en fait la suppression de la trêve internationale de novembre, pour que vraiment les joueurs soient à fond dans leur club sur un max de temps. Celle de septembre me gêne pas forcément, mais celle de novembre, c'est celle qui me gêne le plus. Voilà. Et puis il y a aussi l'exemple de Kimpembe qui, en plus de soucis personnels, a une douleur à une cheville, je crois, à gérer en ce début de saison complètement fou pour lui, qui a démarré avec le PSG, pas de la meilleure des manières, mais qui enchaîne encore avec l'équipe de France. Voilà, très bonne soirée à tous, évidemment. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve très prochainement, hein. On est parti là, vous l'avez vu, une nouvelle vie pour moi, évidemment, dans laquelle je consacre quasi l'intégralité de mon temps libre à faire des vidéos. Allez, très bonne soirée à tous, allez Paris, ciao!